Les ovnis atterrissent sur Terre, et dans des coins reculés de la planète, le gouvernement teste des objets volants non identifiés. Mais ont-ils vraiment une origine extraterrestre? Certains sont convaincus qu'il s'agit de véritables ovnis. Cependant, la question se pose. Dans certains cas, des témoins ont pris des appareils volants secrets pour des ovnis. Cela pourrait devenir la plus grande sensation. Il existe une opinion selon laquelle le gouvernement américain dispose de 9 engins spatiaux extraterrestres. Une personne ayant vu un tel appareil pourrait tout à fait le prendre pour un vaisseau spatial. Pourrons-nous percer le mystère des voyages interstellaires en testant ces appareils en vol? Dans le ciel résonne un profond grondement, un son pulsant, comme si les cieux se déchiraient avec fracas. Mais soyez attentifs, tout n'est pas évident au premier coup d'œil. Où est donc la vérité? La chaîne de télévision Discovery montrera une base qui n'existe officiellement pas et un aéronef qui n'existe également pas. Un des témoins affirme que cet appareil volait à une vitesse supersonique. Il mentionne également qu'il travaillait pour le gouvernement américain et évoque le fait qu'il y avait au total 9 soucoupes volantes. Les auditeurs sont invités à pénétrer dans un monde totalement secret, connu sous le nom de Dreamland. Les avions sont souvent confondus avec des ovnis. Un des témoins, Steve Douglas, les a observés bien avant l'apparition des ufologues et des chasseurs de stealth. Il souligne que quiconque connaissant l'aviation pourrait déterminer, en voyant ces lumières, qu'il s'agit d'un bombardier B-1, mais pour un ufologue désireux de voir un vaisseau extraterrestre, elles deviennent automatiquement les lumières d'un vaisseau aux mers. En 1992, Steve Douglas a filmé des exercices de l'US Air Force à Roswell, au Nouveau-Mexique. Dans la pénombre, sa caméra a capturé un appareil volant très étrange en forme de triangle. Il a soumis les images floues à un expert. Ces images sont fascinantes car elles montrent quelque chose qui ressemble à un avion inhabituel dont le gouvernement tente de nier l'existence. Steve souligne qu'il faut rendre l'image plus nette car c'est très curieux. Sur les images, on voit un avion noir sur fond de ciel sombre et à cause des interférences, ils se fond presque dans l'arrière-plan. Il montre une image traitée, obtenue après ce qu'on appelle un nettoyage de la photo. Malgré cela, les interférences ont à peine diminué et il devient très difficile de distinguer quoi que ce soit. Steve explique qu'il n'est pas difficile de nettoyer une photo à l'aide d'un ordinateur. Il suffit de charger l'image et de l'éditer électroniquement. Il montre comment il est possible de délimiter les frontières d'un objet, mais il reconnaît qu'il a certaines hypothèses concernant le résultat et il s'appuie involontairement sur celles-ci au cours de son travail. Au final, il obtient exactement ce qu'il attendait, quelque chose qui peut être interprété comme une soucoupe volante. Il ne doute pas que cet appareil vole réellement, mais cela ne signifie pas du tout qu'il s'agit d'un vaisseau spatial d'une autre planète ou d'une machine à voyager dans le temps. Steve suppose qu'en réalité, c'est un appareil de reconnaissance ultra secret et peu visible, construit par un gouvernement qui ne reconnaît pas son utilisation. Ainsi, il est, à tous égards, un objet volant non identifié. Steve mentionne également qu'une vidéo a capturé le TR-3, connu sous le nom de Mante Noire, qui n'existe officiellement pas. Cependant, est-ce vraiment une mante dans le ciel? Au cours des 5 dernières années, les descriptions des ovnis ont changé. Les rapports sur les ovnis triangulaires sont devenus aussi fréquents que ceux sur les soucoupes volantes traditionnelles. L'année dernière, un vol de British Airways en provenance de Milan était en approche pour atterrir à l'aéroport de Winchester, au Royaume-Uni, lorsqu'un appareil triangulaire a soudainement filé à quelques mètres de son nez. Ni d'autres avions, ni les radars au sol n'ont détecté cet appareil rapide. C'était un contact classique. Les gros titres des journaux rapportaient qu'un vaisseau spatial extraterrestre avait survolé un avion de ligne. Cependant, les spécialistes de l'aviation le savaient depuis longtemps. À moins de 24 km de cet endroit, une entreprise anglaise construisait un prototype totalement secret d'avion furtif. Cet avion avait une forme triangulaire inhabituelle et était considéré comme un objet volant non identifié ou OVNI. Les avions inhabituels attirent toujours l'attention de la presse. Certains d'entre eux deviennent célèbres, tandis que d'autres ne restent que des prototypes.
Officiellement, ces ovnis n'existent pas et volent depuis des bases qui n'existent également pas. En particulier, la base des appareils américains ultra secrets est cachée sur un site d'essai nucléaire dans le Nevada où des tests nucléaires ont été testés pendant des décennies. C'est l'un des endroits les plus sûrs pour les amateurs d'aventure, situé près de Las Vegas, où des joueurs insouciants n'ont même pas idée du monde ultra secret qui se cache à l'horizon. La zone 51, également connue sous le nom de Groom Lake, a pour code de communication Dreamland, ce qui se traduit par pays des rêves. Vous ne trouverez pas Groom Lake dans aucune liste d'installations militaires, mais cette base abrite les plus longues pistes d'atterrissage et de décollage du monde, et le plus grand hangar d'avions. Cependant, ce qui se trouve dans ce hangar est encore plus secret que la base elle-même. Officiellement, le pays des rêves n'existe pas, mais il attire tellement l'attention du public qu'il existe même des cartes de celui-ci. Pénétrer dans la zone signifie risquer de se retrouver en prison sans procès ni enquête, car la sécurité tire sans avertissement. C'est à Groom Lake, dans des conditions d'absolue confidentialité, que se trouvaient les célèbres avions de reconnaissance de l'époque de la guerre froide. L'avion espion de la CIA U-2 a pris son envol pour la première fois ici. Plus tard, derrière un voile de secret pendant plus de 10 ans, se cachait toute une famille d'avions, y compris le CR-71 Blackbird, qui volait plus vite que tous les avions du monde. Tout comme le U-2, il était invulnérable jusqu'à ce que les progrès dans le domaine des systèmes de missiles solaires ne le rendent obsolète. Des essais ont également été menés ici sur le chasseur furtif, souvent confondu avec un ovni depuis déjà un demi-siècle. La seconde moitié des années 40 était une époque de réalisation fantastique dans l'aviation. Il est maintenant difficile d'imaginer, mais à l'époque, un avion sans hélice semblait quelque chose comme une voiture sans moteur. Il y avait même des avions sans queue, en forme de disque, et avec des ailes en flèche. Les personnes ayant vu de tels avions pouvaient les prendre pour des vaisseaux spatiaux, et celles qui n'avaient aucune idée de leurs caractéristiques les considéraient comme quelque chose d'extraterrestre, supposant qu'il s'agissait de soucoupes volantes. Les objets devenus les héros du premier cas d'observation de soucoupes volantes étaient en réalité des avions de type aile volante. Le pilote Kenneth Arnold a observé des avions à ailes delta, et non des disques. Après avoir remarqué ces objets et atterri, Kenneth Arnold a discuté avec d'autres pilotes, et ils ont supposé qu'il s'agissait soit d'un projet secret américain, soit d'une sorte de missile, ou encore d'un avion soviétique. Cependant, plus tard, ces objets ont été considérés comme des vaisseaux extraterrestres, car leurs caractéristiques en matière de vitesse et de maniabilité semblaient inaccessibles avec des matériaux terrestres. Et les gens ne pourraient pas supporter de telles forces G. Le gouvernement des États-Unis a effectivement tenté de construire une soucoupe volante. Avril Carr semblait être la tondeuse à gazon la plus avancée de l'histoire. Le pilote devait porter un casque de protection pour éviter que des morceaux d'herbe ne lui volent au visage. C'était plutôt un appareil à coussin d'air, un appareil expérimental qui est devenu la base d'une série entière d'avions remarquables. À Lockheed Skunk Works, en Californie, des générations d'avions hautement secrets ont été construits. Aujourd'hui, le parking du site est toujours plein, malgré le fait que les travaux soient officiellement presque terminés. Cependant, selon les experts, les projets actuels ne suffisent pas à expliquer une telle activité. La production du reconnaisseur Blackbird a longtemps été arrêtée et le développement du chasseur furtif est presque achevé. Cela ne peut clairement pas être la seule explication des travaux qui se poursuivent derrière des portes closes. Existe-t-il une vérité dans les rumeurs selon lesquelles de nouveaux aéronefs de forme triangulaire seraient en construction là-bas ? Les analystes aéronautiques soupçonnent que la réponse pourrait être trouvée dans l'un des documents du Pentagone daté de 1985. Dans ce document mystérieux portant le nom de code Projet Aurora, il est fait mention par accident de manière conjointe avec les avions de reconnaissance U-2 et Blackbird. Depuis lors, il n'y a eu aucune mention officielle de celui-ci et il est considéré comme inexistant. Le projet Aurora a été rendu public pour la première fois
lorsque les contrôleurs aériens de la côte ouest ont été avertis de la présence d'objets à grande vitesse qui pouvaient apparaître sur les écrans radars. On leur a dit qu'il s'agissait d'un programme secret et qu'il ne fallait pas paniquer ou partager cette information avec des tiers. La situation a changé le 18 juin 1992 à 7 heures du matin et encore 6 fois les jeudis de l'année précédente, lorsque les tasses à café à Los Angeles ont commencé à trembler à cause d'une série de bangs soniques. Les appels des résidents inquiets ont conduit John Maury du service géologique des États-Unis à commencer une enquête pour déterminer la cause de ces tremblements de terre ponctuels. Il avait à sa disposition un réseau de stations de sismiques. Maury a rapidement établi qu'il s'agissait d'un double bang sonique d'un avion supersonique. Il a comparé les enregistrements des bangs produits par cet avion avec ceux des atterrissages de la navette spatiale à Los Angeles et du vol intercontinental du SR-60 et 11 Blackbird, qui avait établi un record mondial de vitesse en 1991. Cependant, les enregistrements se sont révélés complètement différents. La puissance et l'amplitude des bangs étaient uniques. En Californie du Sud, de nombreux bangs soniques sont enregistrés, y compris ceux des navettes spatiales atterrissant sur la base aérienne d'Edwards. Les scientifiques peuvent calculer la direction, la vitesse et l'altitude de l'objet produisant le bang sonique, s'ils disposent de suffisamment de données. Cependant, dans le cas de ces bangs mystérieux, l'objet volait apparemment au-dessus de la mer où il n'y a pas de station sismique. Ainsi, le manque de données ne permettait pas d'évaluer précisément la vitesse de cet objet, mais on pouvait affirmer avec certitude qu'il volait à une vitesse dépassant celle du son. Certains météorites peuvent produire des coups sonores similaires, mais Maury ne croit pas que des météorites puissent apparaître chaque jeudi matin. Une percée dans l'enquête a eu lieu lorsque Bill Sweetman a reçu un message d'un observateur direct. Cet appareil ne pouvait être que Lavro. Sweetman a écrit plusieurs articles sur Lavro dans lesquels il a présenté les témoignages accumulés. L'une des sources d'information était Chris Gibson, l'un des meilleurs observateurs militaires au monde et membre du corps royal des observateurs britanniques. En 1929, alors qu'il travaillait sur une plateforme pétrolière en mer du Nord, un collègue l'a appelé à l'extérieur. Gibson décrit « J'ai vu un groupe de 4 avions. Le leader était un KC-135 Stratotanker. À sa gauche, il y avait 2 chasseurs bombardiers F-111. Et à l'arrière du Stratotanker se trouvait un appareil triangulaire noir, sans ailes ni queue. C'était un triangle parfait, rien de ce que j'avais vu auparavant. Gibson note que cela est en soi inhabituel, car il a suivi une formation spéciale au sein du corps royal des observateurs. Si je ne savais pas quel type d'avion c'était, alors il n'était dans aucun manuel, ajoute-t-il. La forme inhabituelle et les coups sonores ont dit beaucoup de choses à Bill Sweetman. En imaginant l'apparence d'un avion capable de voler à une vitesse hypersonique, c'est-à-dire à 5-6 fois ou plus la vitesse du son, il devient évident que certaines solutions de conception sont absolument nécessaires. Tout d'abord, l'aile doit avoir une forte flèche, sinon des problèmes sérieux de résistance à l'air et de chauffage aérodynamique se posent. Dans le fuselage étroit, il est nécessaire d'installer des réserves de carburant, des moteurs et un équipage. Le moyen optimal d'atteindre cet objectif est de combiner l'aile et le fuselage, ce qui conduit à une forme intégrée triangulaire caractéristique, semblable à ce que Chris a observé. Ainsi, à la suite de ces observations, les premières photographies ont été prises à Amarillo, au Texas, où se trouve le poste de contrôle des communications du ministère de la Défense des États-Unis. Cela s'est produit le 23 mars 1992. Le témoin des événements se souvient « J'étais ici dans mon bureau quand la maison a été secouée par un fort coup sonore. J'ai entendu des coups sonores de nombreuses fois et je ne pourrais les confondre avec rien d'autre. » Mais ce son continuait. C'était une profonde vibration que l'on ressent dans tout le corps. Les vitres des fenêtres tremblaient. Et c'est alors que je vis cet avion volant au-dessus de la maison à une vitesse incroyable. Il saisit son appareil photo, comprenant parfaitement qu'il était témoin de quelque chose d'inhabituel, surtout à en juger par le sillage de condensation. C'était le plus inhabituel,
Aucun des avions connus ne laisse un tel sillage. Il décrit le sillage comme des beignets enfilés sur une corde et le bruit du moteur qui était unique. C'est un grondement très profond, un rugissement pulsant, comme si le ciel se déchirait avec fracas. On le ressent plutôt dans tout le corps qu'on ne l'entend. C'est un son tout à fait particulier. Étonnant, le sillage de condensation en forme de beignet a été observé dans le monde entier et ces images sont montrées pour la première fois. Elles ont été filmées avec une caméra vidéo amateur depuis un vol passager transatlantique. Il est très difficile de cacher un avion comme l'Aurora. Un tel sillage de condensation et le son caractéristique du moteur sont des signes d'un moteur à flux direct avec combustion externe. Ce type de moteur est absolument nécessaire pour atteindre des vitesses hypersoniques. Selon le témoignage, l'Aurora peut voler à une vitesse de 8500 km/h, ce qui correspond à 8 vitesses d'essai du son, et peut atteindre n'importe quel point de la planète en 3 heures à une altitude allant jusqu'à 128 km. Les recherches sur le projet Aurora se poursuivent et ne sont pas closes. À mon avis, tous les faits indiquent que le programme d'avion hypersonique existe vraiment. Cependant, comme pour tous les projets secrets, l'existence de l'Aurora est encore officiellement niée. Malgré cela, n'importe qui peut voler à côté d'elle dans un jeu vidéo. L'histoire passe à la deuxième partie, où il est discuté que les sites d'essai de l'Aurora se trouvent à Dreamland, Groom Lake dans la zone 50 et un du site d'essai nucléaire du Nevada. Des rumeurs circulent selon lesquelles quelque chose d'encore plus secret est testé dans la zone 50 et un vaisseau spatial extraterrestre capturé. C'est à Dreamland que se concentrent tous ceux qui pensent que le gouvernement cache le fait d'un contact avec des extraterrestres. Cela pourrait devenir la plus grande sensation de l'histoire. D'un sommet montagneux éloigné, une personne observe Dreamland. Je suis ici, au sommet de Tikaboo, à 40 km à l'est de la base. La montagne a une hauteur d'environ 2,5 km et c'est le dernier endroit de surveillance publique sur cet objet gouvernemental. Je suis ici parce que je pense qu'il est nécessaire de le faire, car quelqu'un doit surveiller ceux qui conçoivent de nouveaux types d'avions. Il continue. Chacun veut voir la base qui n'existe pas, et je ne fais pas exception. Le fait qu'elle soit en pleine vue est pour moi un défi personnel. Je veux savoir ce qui s'y passe. Ici, on se sent comme Sherlock Holmes. Il y a toutes sortes d'indices, mais comment les rassembler? La base, en elle-même, la voilà. Elle ne se distingue en rien des autres. Cela ressemble à un test psychologique avec des figures d'encre. Les gens réagissent à cette image ambiguë en fonction de leur vision du monde. Certains l'aperçoivent comme des symboles de complot, croyant qu'un gouvernement mondial se cache sur cette base secrète. D'autres pensent qu'on y amène des enfants perdus du monde entier. D'autres encore ne voient que des projets noirs, tandis que certains sont convaincus que des extraterrestres y sont en contact avec notre gouvernement. Il y en a même qui leur envoient des messages, et tout cela dans le même esprit. Les histoires d'OVNI sont aussi variées que les personnes qui viennent ici. Cette croyance repose sur les affirmations d'un homme qui prétend qu'il y a eu au total 9 soucoupes volantes ou disques. À Rachel, dans l'état du Nevada, avec une population un peu plus d'1 millier d'habitants, les habitants ont observé de nombreux objets étranges au-dessus des montagnes de Dreamland. Ici, sur notre planète, il existe réellement des appareils en forme de soucoupe. Un témoin partage son expérience. J'ai vu de nombreux objets étranges, juste des chaînes de lumière, des lumières dansantes. Elles se rassemblent et disparaissent soudainement. Il est convaincu que les soucoupes volantes ou appareils extraterrestres peuvent visiter la Terre. Je suis certaine que des extraterrestres ont dû visiter la Terre. Certains d'entre eux peuvent avoir une origine extraterrestre d'un autre système planétaire, d'une autre étoile. C'est quelque chose du profond cosmos. Je pense que c'est tout à fait possible. Quelque part sous terre, ils doivent avoir une base. Il y a trop de technologies avancées qui ne peuvent pas être expliquées. Peut-être que nous avons affaire à un passage entre les dimensions. Bien sûr, le gouvernement est parfaitement au courant de cela. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En plus de Groom Lake, il y a aussi Papoose Lake et la zone C4, qui sont également considérées comme des bases probables de soucoupes volantes.
Bob Lazar, ancien ingénieur ayant travaillé dans le laboratoire national de Los Alamos, affirme qu'il a été amené en avion de Las Vegas à Groom Lake, puis monté dans un bus et conduit à la zone C4. Nous sommes entrés à l'intérieur, la porte de l'hangar s'est ouverte, et là se trouvait une soucoupe volante. Je suis sorti, on m'a conduit à travers, et on m'a ordonné d'aller tout droit, sans regarder sur les côtés. C'était quelque chose comme une canard intellectuelle parce qu'il y avait un objet incroyablement intéressant, mais j'avais l'impression qu'il avait été créé par des mains humaines. Lazar se souvient, je riais même pour moi-même, que cela explique tous ces cas ridicules d'observation d'OVNI. Et en réalité, nous les avons construits nous-mêmes. Ils passent des tests et tout le monde pense que ce sont des soucoupes volantes d'une autre planète. Il a également remarqué qu'à bord de l'une des soucoupes, un drapeau américain était dessiné. Un détail amusant. Plus tard, Bob a appris que la soucoupe avait une origine extraterrestre. On m'a laissé entrer et j'ai tout de suite compris que la soucoupe n'était pas faite par des humains parce que tout à l'intérieur était très petit. Bien sûr, cela n'a jamais été destiné à un humain. Il a appris qu'en réalité, il s'occupait de rétro-ingénierie, essayant de déterminer comment cet appareil avait été construit, ce qui, selon lui, prouve qu'il n'avait pas été créé par nous. Le disque lui-même avait 3 niveaux. Au niveau supérieur, il n'était pas en fonctionnement. Au niveau intermédiaire se trouvait l'entrée, et au niveau inférieur se trouvaient des amplificateurs de gravité et un passage vers la partie inférieure de l'appareil. Quand on est à l'intérieur, on ressent une très désagréable sensation. Il n'y a ni tableau de bord, ni interrupteur, du sol émergeant seulement 3 sièges. Le réacteur et les amplificateurs de gravité se trouvent en bas du reste de l'installation motrice. Et c'est presque tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bob Lazar a été interrogé par un reporter de la télévision locale, soulevant à nouveau le sujet que certains appellent le Watergate spatial. Les rumeurs sur Dreamland circulent dans le Nevada depuis de nombreuses années. De courtes mentions dans les journaux, des références à des programmes secrets et parfois à des technologies extraterrestres attirent l'attention des ufologues. Ils affirment qu'il existe une base secrète dans le Nevada où, selon eux, il faut chercher des ovnis. Steve Douglas, témoin d'ovnis et opérateur de caméra, a commencé à s'occuper sérieusement de ces questions depuis 1987. En 1989, il a rencontré Bob Lazar qui lui a raconté son incroyable histoire. Si ne serait-ce que certaines de ses affirmations sont confirmées, cela pourrait devenir la plus grande sensation de l'histoire de l'humanité. Douglas se demande, y a-t-il des preuves de l'histoire de Lazar ? Existe-t-il des témoignages de son activité précédente ? Pour la télévision et pour lui-même, le principal indicateur de confiance envers Lazar a toujours été Los Alamos. Si Lazar a vraiment travaillé là-bas sur des projets secrets, cela pourrait confirmer sa participation à d'autres objets secrets dans le Nevada. En tant que vérification de la véracité de Lazar, Douglas lui a proposé de se rendre à Los Alamos et de montrer ses connexions. Lazar a accepté. Lorsqu'ils y sont arrivés le week-end, certains des membres de l'équipe de Douglas étaient dans le laboratoire. Et Lazar les a effectivement conduits à travers divers locaux. Ils s'orientaient avec assurance dans le labyrinthe de laboratoire, ce qui a impressionné Douglas car cela soulevait des questions sur la manière dont il pouvait savoir où tout se trouvait s'il n'y avait jamais été. Cependant, à Los Alamos, ils ont refusé de coopérer dès le début. Année après année, Douglas n'a pas pu obtenir de confirmation quant à savoir si Lazar y avait jamais travaillé. Cela restait un mystère pourquoi ils n'avaient pas d'informations sur une personne qui avait travaillé là-bas il y a seulement quelques années. Douglas interrogeait des personnes ayant travaillé avec Lazar et tous affirmaient qu'il était effectivement physicien et avait participé à des projets secrets. Mais où étaient les preuves documentaires ? Douglas pense que quelqu'un a pu essayer de cacher toute information sur la vie de Lazar afin que le moins de personnes possible croient ses paroles. Dans les premiers jours sur la base secrète, Lazar était sous surveillance et lisait des documents d'introduction. À partir de ces matériaux, il devenait évident que le gouvernement avait des informations détaillées sur les extraterrestres et que le vaisseau spatial était en leur possession depuis longtemps.
Il semble qu'ils aient travaillé dessus pendant au moins 2 ans, mais cela aurait pu être 20 ans. Un jour, lorsque Douglas est entré dans le hangar, il a vu des portes ouvertes et de nombreux vaisseaux qui ne se ressemblaient absolument pas. On lui a dit que leur source d'énergie et leur système de propulsion étaient identiques. Il a noté qu'un des appareils avait l'air d'avoir été touché par un projectile alors qu'il était sur le flanc et a supposé que certains des appareils n'étaient pas en état de fonctionner. Il y avait au total 9 soucoupes volantes. George Knapp a convaincu le studio de télévision d'organiser un test polygraphique pour Lazar. Douglas lui a posé la question de savoir s'il avait vu un moteur antigravitationnel en action. Lazar a répondu « Non ». 2 opérateurs indépendants ont effectué 4 tests distincts et les résultats se sont révélés peu concluants. Lazar a réussi 2 tests et en a échoué 2. Un des opérateurs n'arrive toujours pas à se remettre de ce qu'il a entendu. Douglas observait tous les signes subtils et le langage corporel de Lazar. Il le regardait droit dans les yeux, sans montrer d'inquiétude et sans détourner le regard. Douglas posait la même question plusieurs fois, et la réponse restait inchangée. Après avoir effectué le test, la nuit, il a éprouvé de fortes émotions qui, comme il le reconnaît, ont changé sa vision de la vie. Le premier test a commencé et les résultats correspondaient aux attentes. Cependant, comme il s'est avéré, Bob Lazar ne l'a pas très bien réussi. Il réagissait aux questions concernant l'affaire de manière significativement plus forte que sur les questions de contrôle destinées à détecter la tromperie. Ces questions de contrôle provoquent de l'inconfort et de l'anxiété chez la personne lorsqu'elle y répond. L'une de ces questions était « Avez-vous déjà vu un appareil en forme de soucoupe volante sortir de la zone 50 et 1 ?» Cette question lui a été posée 2 ou 3 fois. Le prochain ensemble de questions portait sur des aspects plus techniques, tels que l'amplificateur de gravité, le réacteur d'antimatière et le dispositif de propulsion. Pendant le test, en observant les graphiques, le testeur a soudainement réalisé que, probablement, Lazar disait la vérité. Même maintenant, il est parcouru de frissons en se remémorant comment Bob Lazar décrivait le principe de fonctionnement du réacteur du vaisseau. Bien que les détails du dispositif soient restés inaccessibles, le principe général était clair. Dans le réacteur, un élément très lourd mais stable qui ne se trouve pas sur Terre se désintégrait. Cet élément était placé dans le tableau périodique sous le numéro 115. Il créait une onde gravitationnelle de référence et une énergie électrique qui propulsait de l'appareil. Les amplificateurs de gravité situés sur le vaisseau amplifiaient cette onde et la décalaient en phase, perturbant la synchronisation. Ensuite, cette onde était émise sous le fond de l'appareil. La Terre et d'autres objets émettent également leurs propres ondes gravitationnelles, tandis que l'appareil produit une onde opposée, générant une force de portance. Cet appareil ne produit ni feu, ni fumée, ni air comprimé. Rien de ce que nous avons l'habitude d'associer au mouvement des objets. C'était un propulseur basé sur l'interaction des champs. L'interaction des champs peut être démontrée à l'aide de 2 aimants. Les pôles opposés s'attirent, tandis que les pôles identiques se repoussent. Lazar affirme que son appareil utilise dans l'espace l'attraction et la répulsion gravitationnelle. En utilisant des matériaux terrestres et des technologies avancées, nous ne pouvons même pas approximativement recréer l'un de ces systèmes. Il existait un réacteur basé sur l'annihilation complète où la matière et l'antimatière réagissent. L'humanité n'a pas encore abordé ce problème. Nous savons qu'en principe c'est possible en créant des réacteurs fonctionnant sur la fission de la matière. Nous essayons de créer des réacteurs à fusion qui produiraient de l'énergie comme le soleil. Mais l'idée d'un réacteur à antimatière avec un rendement de 100% reste inatteignable. Et le voilà devant nous. Non seulement un modèle fonctionnel, mais un échantillon réel que peut soulever une seule personne et qui produit plus d'énergie qu'une centrale nucléaire entière. Cette technologie ne fait pas que devancer la nôtre. C'est quelque chose d'incroyable. Bob Lazar a-t-il travaillé dans la zone 51 ? Nous n'avons pas de preuves directes. Est-il un scientifique diplômé ? Est-il vrai ce qu'il affirme dans ses interviews ? Les tests sur détecteurs de mensonges se sont révélés peu concluants. Pendant ce temps,
Une enquête menée par Tom Mahood de Californie a mis en lumière de nombreuses inexactitudes dans les déclarations de Lazar. Cependant, au début de son enquête, il a trouvé les explications de Lazar convaincantes. Il y a environ 3 ans, il s'est connecté à Internet et est tombé sur l'histoire de Bob Lazar, qui lui a paru captivante. La façon dont Lazar en parlait donnait une impression de véracité, et de nombreux détails étonnants dans son récit l'ont littéralement captivé. Il s'est même réveillé plusieurs fois au milieu de la nuit, croyant à la plausibilité de cette histoire. La première piste, à partir de laquelle tout a commencé à s'effondrer, concernait l'affirmation de Lazar selon laquelle il avait étudié au California Institute of Technology et que toutes les mentions de lui avaient été effacées. Un résident de la région voisine a décidé que c'était sa chance d'essayer de trouver une quelconque trace de Bob Lazar dans le collège. Il pensait que le moyen le plus fiable d'y parvenir serait de consulter tous les annuaires du collège des 10 dernières années. Avec diligence, il a étudié page par page à la recherche d'une photo ou d'une mention de Lazar. Bien qu'il admette que quelqu'un aurait pu supprimer des données d'archives, modifier l'annuaire du collège serait extrêmement difficile. Cependant, malgré tous ses efforts, il n'a rien trouvé. Cela l'a amené à se demander si Lazar était vraiment un physicien diplômé, mais pour une raison quelconque, ne voulait pas que l'on sache d'où il venait. En conséquence, des soupçons sont apparus selon lesquels Lazar aurait pu inventer son histoire d'éducation au California Institute of Technology. Malgré cela, son récit continuait à sembler plausible. Lazar affirmait avoir un diplôme universitaire, mais ne pouvait pas le prouver par des documents. En parlant de Lazar, l'interlocuteur a noté qu'il n'était pas le premier à mentir sur son éducation pour obtenir un emploi. Cependant, le seul document qu'il pouvait fournir était un certificat de fin de cours en électronique. Un homme avec un tel niveau d'éducation ne pourrait pas occuper des postes de responsabilité dans des entreprises comme Fairchild Industries, puis à Los Alamos. L'interlocuteur soulignait que Lazar devait avoir reçu une éducation quelque part, car en entrant dans sa maison et en voyant ce qu'il faisait avec les ordinateurs, il était impossible de ne pas remarquer son intelligence et sa culture. Mais où aurait-il pu l'obtenir ? Il se demandait si, par exemple, le Massachusetts Institute of Technology avait pu supprimer ses archives. Bien que Lazar n'ait pu nommer ni les noms des enseignants ni ceux des étudiants, l'interlocuteur se demandait si un institut aussi réputé pouvait faire cela, étant donné qu'il recevait des millions de dollars du ministère de la Défense et avait collaboré par le passé avec la CIA sur des questions de soucoupes volantes. Il pensait que c'était possible. Lazar a confirmé qu'il avait été licencié après une grave violation des règles de sécurité. L'interlocuteur a raconté que l'appareil sur lequel il travaillait était souvent testé en vol, principalement les mercredis. Ces appareils ne sortaient jamais de l'atmosphère, ils étaient à peine soulevés au-dessus des montagnes. Il a noté qu'ils étaient quelque chose comme une récompense, qui venait juste d'être utilisés et qu'il ne voulait pas les perdre. Il avait un calendrier des essais, avec le jour et l'heure. Un de ces jours, lorsqu'il ne travaillait pas, il a invité quelques amis pour qu'ils puissent voir les appareils de leurs propres yeux. Lazar affirmait qu'ils avaient vu une lumière verte brillante et que le vaisseau des extraterrestres se déplaçait sur des trajectoires inaccessibles à tout avion ordinaire. Bien qu'il se trouvait à 15 km de la base, la sécurité était en alerte. À un moment donné, se relâchant, ils ont été arrêtés. Le lendemain, lorsqu'il devait se rendre au travail, il a été attrapé et interrogé sur la base de l'armée de l'air au nord de Las Vegas. Là, un conflit s'est produit entre lui et les militaires. Ils lui ont menacé avec des armes, ont crié et ont failli en venir aux mains. Les menaces concernaient non seulement lui, mais aussi sa femme. Peu après cela, les informations sur son ancien travail et les lieux qu'il avait visités ont commencé à disparaître. Il a commencé à s'inquiéter que la même chose puisse lui arriver. Comprenant qu'il devait agir, il a décidé de s'adresser aux télévisions locales. Il pensait que s'il apparaissait aux nouvelles, il ne pourrait pas le faire disparaître sans laisser de traces. Cette apparition est devenue pour lui un moyen d'assurer sa vie. Il affirmait avoir vu 9 soucoupes volantes d'origine extraterrestre.
Après que Bob Lazar a rendu public son histoire sur les vaisseaux spatiaux, il a été arrêté et accusé de proxénétisme. Il dirigeait une maison close à Las Vegas, et quand il parla de son implication dans cette activité illégale, son interlocuteur, qui travaillait au gouvernement, ressentit toute sa carrière professionnelle défiler devant ses yeux. L'interlocuteur était profondément troublé, car il avait créé un système informatique pour la maison close locale, ce qui avait amélioré son efficacité, et c'était formellement illégal. Cependant, selon ses dires, personne n'avait été poursuivi en vertu de cet article dans le Nevada depuis le début du siècle, et c'était le seul cas. Il nota que la présence d'agents du FBI et d'autres personnes en civil lors des audiences était probablement une manière de semer la peur. L'interlocuteur exprima sa conviction que le processus était considéré comme un moyen de discréditer Lazar. Il mentionna également que Lazar omettait de parler de la manière dont il avait accédé à la base de données gouvernementale d'enregistrement des véhicules à la recherche d'agents sous couverture. Et il n'était pas surprenant que la police le poursuivît avec une énergie extrême. Nous savons tous que les gens intelligents commettent parfois des actes stupides, remarqua-t-il, ajoutant que même si Einstein avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse, cela n'aurait pas affecté sa théorie de la relativité. Lazar, selon lui, était un rebelle et un extraverti qui aimait les armes automatiques et organisait des feux d'artifice illégaux. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il ne pouvait pas travailler dans les endroits qu'il prétendait. L'interlocuteur reconnut que beaucoup ne croiraient pas Lazar, mais le problème était de prouver le contraire. Si Lazar n'avait vraiment pas travaillé là-bas, il était impossible de lui prouver avec une précision absolue. Et s'il avait travaillé, les documents à ce sujet pouvaient avoir été détruits ou être inaccessibles aux simples citoyens. Bob Lazar a une mémoire étrange, continua-t-il. Il se souvient en détail de la période passée dans la zone S4, mais ne peut pas se rappeler quelle conférence il a suivi, les noms des professeurs, les dates. Cela donnait l'impression que son passé avait presque complètement disparu de sa mémoire, à l'exception des souvenirs de S4. Sur le papier, Lazar apparaissait comme un évident escroc, mais l'interlocuteur avait parlé à de nombreuses personnes et avait suffisamment d'histoires sur ce qui se passait dans la zone 50 et 1. « Je le sens dans mes tripes qu'il était là-bas », déclara-t-il, bien qu'il ne fût pas sûr que ce qui s'y passait correspondait à ce que racontait Lazar. Tom Mahout découvrit que Lazar avait effectivement travaillé à Los Alamos, mais seulement en tant que sous-traitant civil, sans être un chercheur scientifique, mais simplement un technicien junior impliqué dans des projets civils ouverts. Bob Lazar a été pris en flagrant délit de mensonge sur son passé, a noté l'interlocuteur. Il a ajouté que, tant qu'il n'y a pas de preuves documentaires, il vaut peut-être la peine de se rappeler les mots d'Einstein, celui qui ment dans les petites choses ne peut être cru dans les grandes. Il a poursuivi en disant que les travaux avaient continué encore quelque temps après ses déclarations dans les années 90, mais qu'il ne savait pas plus sur ce qui se passait actuellement que quiconque. À quoi croire donc ? Se demandait-il. Nous avons des témoignages étonnants. Le matériau de l'appareil était quelque chose comme un verre noir très lisse. Il y a des témoins fiables. C'était un ovni. Mais y a-t-il des données fiables ? Il se souvint d'un nouveau message incroyable. En mai 1984, le commandement des forces de défense aérienne du continent nord-américain avait déclenché une alerte après avoir reçu un message concernant un objet ayant rapidement traversé l'orbite de la Terre. Cependant, cet objet n'était pas un missile balistique, et son nom, Skorokod, était loin de la guerre. En orbite terrestre se trouvait un groupe de satellites du ministère de la Défense, dont la mission était de fournir un avertissement précoce en cas d'attaque par missile sur les États-Unis. Les capteurs de ces satellites étaient si sensibles qu'ils détectaient les radiations infrarouges, même provenant de sources faibles, comme du bois en feu. À 14 h, heure de Greenwich, l'un des satellites a détecté un objet solide et chaud se déplaçant rapidement depuis l'espace ouvert. Il a survolé à moins de 30 km du satellite, puis a de nouveau disparu dans l'immensité de l'espace. Le satellite a suivi cet objet pendant 9 minutes.
Un rapport top secret sur l'incident indique l'heure et le lieu exact de cet événement. En annexe au rapport se trouve une image infrarouge de l'objet et un schéma de sa trajectoire. Ces matériaux sont tombés entre les mains d'un passionné d'OVNI. D'après l'endroit où il a été détecté pour la première fois par le groupe Orbital, cet objet est venu de l'espace ouvert, a traversé les capteurs et a de nouveau disparu dans l'espace. Cela indique que l'objet était probablement un vaisseau spatial car il a effectué une manœuvre. Si cela avait été une météorite ordinaire, elle aurait été attirée par la gravité de la Terre dans l'atmosphère et y aurait brûlé. Cela nécessite de l'énergie, et c'est pourquoi les météorites et les débris spatiaux ne peuvent pas se comporter de cette manière. Les vaisseaux spatiaux, comme les navettes, le peuvent, mais cet objet est venu de l'espace ouvert. Voilà le problème, c'est une preuve documentaire. La télémétrie de ce satellite, les informations et les données qui peuvent être étudiées, vérifiées et revérifiées. Auparavant, nous ne savions des ovnis que par les témoignages de témoins oculaires. Et maintenant, nous avons des données provenant d'un système de détection et d'alerte très sensible qui a été transmise sur Terre. Il est incertain que nous puissions percer ce mystère. Peut-être que l'origine de cet objet restera à jamais un secret. Mais quel objet peut posséder une telle capacité? Certains diront que c'était un ovni. La question de la vie sur d'autres planètes reste ouverte. Pour évaluer le nombre de civilisations dans l'univers, un astronome doit prendre en compte le taux de formation des étoiles dans la galaxie, la proportion d'étoiles ayant des planètes et la probabilité de l'émergence de la vie sur celle-ci. Ensuite, il est nécessaire de calculer combien de ces planètes pourraient développer des civilisations et combien de temps il leur faudrait pour se manifester. Il est également important de considérer que certaines de ces civilisations pourraient être de courte durée. En multipliant toutes ces proportions par le nombre de galaxies dans l'univers, on peut obtenir 100 millions. Des millions de civilisations ayant existé depuis la formation de l'univers.